Bonjour à tous, content de vous retrouver sur 7L Sport. Au sommaire de ce lundi 8 novembre, le MHSC défait 2-0 à Lens pour le compte de la 12e journée. La victoire en revanche des filles du MHSC grâce à un but d'Oda Lataf, ici présente sur le plateau. La victoire également des filles de Latte face à Châles. Et enfin, du body fighting avec un club montpelliérain qui a ramené une moisson de médailles des championnats du monde en Italie. En plateau, donc, l'équipe première féminine du MHSC. C'est du foot. L'entraîneur, Sarah Mbarek. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Et puis Oda Lataf qui est déjà venu il y a un mois maintenant. C'est ça, oui, bonsoir. Donc capitaine du MHSC. Bravo à toutes les deux parce que vous avez gagné le pari de remporter votre première manche, on va dire, puisque face à Juvisy. Oui, Juvisy, en course pour le titre aussi, hein, donc un concurrent direct, c'est toujours bien de pouvoir battre un concurrent à la maison. En plus, c'est une semaine charnière parce qu'après vous vous déplacez à Lyon. C'est une grosse semaine, on va dire. Maintenant, l'objectif prioritaire, c'était quand même de remporter le match contre Juvisy. Lyon, ça reste, on va dire, un très gros match, mais un très gros calibre aussi. Hein. C'est une écurie différente, avec un effectif différent. On y va vraiment sans pression, avec beaucoup d'envie et puis beaucoup de confiance, du coup. Donc, c'est toujours positif. On va en parler, Sarah. Mais d'abord, un petit mot sur vos homologues du MHSC masculin, cette fois-ci. C'est un déplacement à Lens. On va le voir sur les images. Voilà, ils n'ont pas brillé hier en fin d'après-midi à Lens. D'abord, l'avant-dernier du championnat avait visiblement un peu plus faim que les Héroltais. 2 buts de Lens superbes. Le premier, c'est la toile d'araignée, comme on dit. Hein. Un coup franc du Marocain Hermache. Puis le deuxième, toujours en première mi-temps, d'Akale. On va voir Maoulida qui centre. Akale qui reprend de la tête. Deuxième succès d'affilée à domicile pour les 100 et or. Voilà, regardez les autres résultats. Première victoire du club de Marcel Salerno, Arles-Avignon, l'emporte 3-2 face à un autre promu, Caen. Belle victoire à l'extérieur de Lorient, à Saint-Étienne, et puis de Monaco à Nancy. Au classement, Montpellier est 8e, Brest fait un étonnant leader. Un début de championnat bien bizarre, Oda, championnat de Ligue 1. C'est un championnat qui est ouvert un peu à tout le monde. On a vu que face les très grosses équipes, on les attendait au tableau. Et là, il s'avère qu'actuellement, c'est un peu compliqué pour eux. Et puis voilà, je pense que c'est des équipes qui ne se prennent pas la tête, comme Brest, qui jouent, qui prennent tous les samedis et les matchs comme ils viennent. Et puis, bon, voilà, ils ne méritent pas leur haut de tableau. Un mot sur la performance des gars là, à Lens, Sarah? C'est jamais évident, un déplacement, voilà. Nous, l'important, je pense, c'est de gagner les matchs à la maison. Voilà, déjà, ce sera très bien. Et puis après, faire des exploits ou des bons résultats à l'extérieur. Maintenant, il y a un gros match mercredi, en Coupe de la Ligue. Peut-être que c'est ce que préparait René Girard, on ne sait pas. Peut-être. Quart de finale, peut-être une place en demi-finale. Tout à fait. C'est une coupe, le président a à cœur toujours de bien figurer dans ce genre de compétition. Il avait dit qu'il avait laissé une place, pour une coupe cette année. Ça lui ferait plaisir, exactement. Alors vous avez gagné, et puis vous jouez le haut tableau par contre. Vous jouez vraiment, c'est clair, vous jouez les 3 premières places. Voire les 2 premières, la qualification pour la Ligue des Champions, évidemment, Oda. Exactement. Quand on y a goûté... Quand on a goûté, moi je ne l'ai pas goûté cette année, donc ça manque. Je l'ai goûté chaque année de mes anciens clubs ou avec Montpellier l'année dernière. Et c'est vrai que pour une joueuse, c'est très enrichissant de jouer une Ligue des Champions. Et ça vous manque là, cette année de ne pas la jouer? Franchement, ouais, parce que... Voilà, c'est la Ligue des Champions. Il y a la musique, il y a tout ça, les maillots, c'est tous ces petits trucs-là qui font la différence de ton championnat, de ta Coupe de France que tu vis au quotidien. Et c'est surtout, c'est un autre palier, quoi. C'est le haut niveau, c'est des matchs internationaux, c'est des déplacements à l'étranger, c'est de l'expérience, c'est du temps de gagner pour les jeunes joueuses ou pour les joueuses encore en formation, parce que c'est un autre niveau, c'est le haut niveau. Et bien justement, Juvisy, il a fait cette Ligue des Champions, et vous les avez gagnés 1-0 avec un début de match assez crispé quand même. Tout début de match assez crispé. Tout début, assez on crispé, va dire. Ouais. C'était l'enjeu, c'était quoi?
Je pense, ouais. On a quand même une équipe jeune, hein, même si Ouda a 32 ans, c'est la seule. Après, derrière, c'est assez jeune. Donc, forcément, n'ont pas toujours l'habitude de jouer ce genre de match. Et puis, même celles qui ont l'habitude, parfois, on a du mal à rentrer dedans, tout simplement. Eh bien, on va regarder tout de suite le résumé de la rencontre avec Ouda, justement, qui a débloqué la situation à la 20e minute. On regarde. Montpellier n'a pas loupé son premier rendez-vous important de la saison. Sur le terrain synthétique de Sussargues, c'est Juvisy qualifié en Ligue des Champions qui se montre le plus dangereux en début de partie. Profitant d'un rebond favorable, Julie Machard envoie un missile détourné du bout des doigts sur la barre par Laetitia Philippe. 20e minute, Ouda Lataf chipe le ballon à Butel. Joli plat du pied gauche. 1-0, le MHSC a su profiter de la seule erreur de Juvisy en première période. On savait que ça allait se jouer sur des petits détails. Voilà, c'était la moindre petite faute technique de notre part ou de leur part. Il allait avoir des occasions. Maintenant, voilà, j'ai bien senti le coup en faisant un pressing sur la joueuse. Après, j'arrive à la glisser. Donc, c'est très bien pour tout le monde, pour le collectif. Et on avait à cœur. On savait qu'il y avait la possibilité de prendre les 4 points aujourd'hui. Mais il va falloir les conserver, ces 4 points, dans un match où le collectif Montpellier défend en bloc, tout en essayant bien sûr d'aggraver le score sur des contres. Mais ACI ou Marie Delis manque à chaque fois de lucidité devant le but et Montpellier rate l'occasion de se mettre définitivement à l'abri d'un retour de Juvisy. On aurait pu mettre même à 2-3-0. Bon, après, c'était dans les derniers choix, on hésitait, on ne savait pas trop quoi faire. Mais bon, on a su derrière être bien solide, bien être en place. Le bloc était bien en place, donc je pense qu'on a fait un très bon match. Maintenant, on va récupérer pour Lyon, donc on va préparer ça, on va préparer une bonne semaine. Et après, on va aller à Lyon et aller faire peut-être un résultat là-bas. Machard, encore elle, oblige Philippe à détourner de nouveau sur la barre. Puis enfin, le MHSC prend un contre qui aurait pu lui coûter cher, mais Charlotte Bilbao revient in extremis pour gêner l'international Gaëta Ntine. Belle victoire 1-0 face aux vice-championnes de France. Place maintenant au deuxième grand rendez-vous de la saison, le déplacement à Lyon ce week-end. Eh bien, on va regarder les autres résultats de cette journée. Justement, Lyon n'a pas fait de détails à La Roche sur Lyon. PSG et Saint-Etienne ont tenu leur rang. Au classement, la seule équipe invaincue, c'est Lyon. Grâce à votre victoire, Juvisy est décroché. Et ça, c'est bien pour vous parce que vous avez pris une belle option pour cette fameuse deuxième place dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait, on reste encore à égalité avec PSG. Maintenant, PSG a un gros match aussi puisqu'elle joue Juvisy le week-end prochain. Donc ça fait 2 confrontations de haut niveau le week-end prochain. On va jouer notre coup à fond à Lyon et puis on verra ce qui se passe. De toute façon, on est patiente, la saison est longue. Forcément, il y aura des faux pas de la part de quelques équipes. Un petit peu comme le faux pas que vous avez fait face à Saint-Etienne. Un mot juste sur Stéphanie de Rivière là, qui est sortie sur blessure à la 90e minute. Donc elle a passé la nuit en observation à l'hôpital et puis tout à l'heure elle a vu le docteur du club. Ça va mieux, elle est encore un petit peu choquée. Donc, elle a pris un choc. Ouais, à ce niveau-là, elle a un très gros hématome. Voilà, d'accord. Voilà. Mais ça va mieux. Ok, plus de peur que de mal. Oui. Ok, 2 claquettes sur la barre de votre gardienne. D'ailleurs, Ouda, je vous ai vu aller la féliciter à la fin du match parce que. Et oui, bien sûr, c'est vrai que elle a eu une période où elle n'était pas tout à fait en forme au début de saison et. Voilà, comme je dis, l'équipe aussi, il nous faut une très grande gardienne, une gardienne qui soit en forme, qui nous rassure, nous aussi les joueuses. Et puis là, je pense qu'elle a rempli son contrat. Et elle a été très très bien hier. Ouais, donc c'est la gardienne, vous lui faites confiance. Bien sûr, elle sait qu'elle est numéro 2. Céline Deville, elle est internationale, elle a plus d'expérience. Laetitia, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, qui attend sa chance et qui patiente et qui apprend aux côtés de Céline. Donc en effet, elle a profité des blessures de Céline pour emmagasiner pas mal de temps de jeu ces derniers temps. Et puis elle prouve qu'elle est largement au niveau. C'est bien d'avoir 2 gardiennes comme ça. C'est vraiment une longue saison. C'est bien, c'est surtout ces 2 filles qui s'entendent très très bien, qui aiment bien travailler ensemble. Donc sur ça, il y a une très belle amitié au niveau du travail. Une saine rivalité, on va dire. Exactement, donc c'est ce qui est très important aussi. Alors dites-moi, sur la fin du match, quand même, vous êtes fait peur. Là, on l'a vu, si Tiné ne contrôle pas. C'était pour les spectateurs, pour mettre un petit peu de suspense.
Non, parce que vous perdez la balle, vous prenez un contre. C'était une période difficile. Hein. On a subi. C'est une fin de match. Il faut conserver le résultat. Forcément, on joue plus trop, on défend. Ouais, vous descendez beaucoup. Voilà, on a reculé. Manque de pressing. Ouais, mais en même temps, ça devenait difficile, quoi. Je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose, mais c'est vrai qu'on a défendu, mais on a tenu défensivement. Elle le disait, Charlotte, on a fait un gros match défensivement. C'est le point le plus positif. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Juvisy, c'est quand même une équipe assez roublarde, hein, d'après ce que j'ai vu. Il y a des joueuses, notamment Soubéran. C'est des filles qui ont de sacrés caractères et qui jouent avec l'arbitrage aussi. Donc, exactement. Voilà, vous l'avez bien résumé. Pourtant, ça reste pour moi une très belle équipe, hein, attention. Hein. Maintenant, elles ont beaucoup de joueuses qui ont pas mal d'expérience, beaucoup d'internationales aussi qui avaient en face, que ce soit jeunes ou A. Et donc voilà, c'est le vice, comme on dit. Et ma foi, elles peuvent l'avoir, le vice. Hein. Moi, ce que je compte, c'est les 4 points et c'est tout. Alors, certaines langues disent que c'est un peu les chouchous de la Fédé. Elles sont un peu les chouchous de la Fédé. Parce qu'elles sont à Paris, peut-être. Nous, on travaille de notre côté. Hein. On s'occupe de personne, on s'occupe de nous-mêmes et puis on avance petit à petit. Je préfère être dans le sud, avoir le soleil, avoir un bon club comme Montpellier que dans les sols. De la Fédé. Il n'y a pas de problème. Je leur laisse ce statut-là, il n'y a pas de souci. Alors, vous avez gagné la bataille du milieu. Vous avez un milieu intéressant cette année, notamment avec la japonaise. Hein. La japonaise Rumi Utsugi, j'avais oublié on la voit à l'image. Ça fonctionne bien avec Charlotte Bilbao. Ouais, hein. C'est vraiment un duo très complémentaire. Rumi, elle est plus en finesse, en vision du jeu, elle a une très bonne prise d'information. Un bon placement aussi. Un bon placement, elle compense les déplacements de Charlotte et puis des autres. Et Charlotte, c'est quelqu'un qui récupère beaucoup de ballons, qui prend le shoot. Voilà, qui prend sa chance, les tirs. Et qui est très très dur au duel. Donc on avait besoin de joueuses comme ça parce que moi j'avais plus dans mon effectif des joueuses qui posaient le jeu, qui jouaient tranquillement au ballon et tout. On avait besoin de quelqu'un qui mette le pied un peu. Donc Charlotte a rempli bien ce rôle-là. Donc non, très satisfaisant ce milieu de terrain. C'est sûr que depuis le début de la saison, c'est la meilleure doublette qu'on ait pu aligner sur tous les matchs, quoi. Bon, ça c'est bien. Alors première mission réussie, victoire face à Juvisy. Un petit but à 0, mais bon, c'est 4 points. Suffit. Et la deuxième mission, c'est ce déplacement à Lyon. Eh ben, c'est une deuxième mission, comme vous dites. On ne va pas se mettre trop de pression. On a vraiment à cœur de bien faire, de ramener un résultat. Maintenant, on sait que c'est une grosse équipe. Vous avez déjà gagné là-bas à Lyon? Match nul. Match nul. Jamais gagné. Donc là, j'ai vu qu'elle a marqué pas mal de buts quand même. Hein. Elle marque énormément de buts. Oui, parce qu'elles ont il y a de la qualité en face, elles ont un bon potentiel là-bas. Je connais bien parce que je viens de Lyon également, oui. Donc la plupart des filles là-bas, je les connais toutes, que ce soit les étrangères ou les internationales. Mais bon, voilà, moi je dis sur un match, tout est possible dans le football. Donc il suffit d'être bien comme on a été face à Juvisy, et pourquoi pas augmenter un peu plus notre niveau et surtout défensivement, être comme on a été. Après, je me dis à la rigueur, dimanche, c'est faisable. Je pense que les connaissants là-bas, ils vont nous craindre quand même un petit peu. Ouais. Ils ont l'impression un petit peu, vous voulez dire? Normal, hein, c'est normal. Quand on a tous les moyens, on met tout à nos dispositions. Normalement, on doit survoler le championnat, on doit survoler la Coupe de France, la Ligue des Champions. Avec l'effectif et les moyens qu'on a mis en place là-bas à Lyon, c'est logique. Hein. Donc la pression, elle est plutôt de leur côté. Hein. Comme elle a dit Sarah, nous, on y va bien sûr, on est des compétitrices, on y va. Moi, j'y vais pas là-bas pour faire une sortie à Lyon. Hein. Non, j'y vais, on y va là-bas pour aller gagner. On va bien préparer cette semaine notre match dans nos têtes et à l'entraînement. Et ma foi, et dimanche, et si on peut prendre les 4 points, on va les prendre. Hein. Alors, malgré tout, je trouvais que vous aviez un manque de réalisme quand même hein, en attaque, devant le but. C'est notre gros défaut. Hein. Ouais. On travaille beaucoup pourtant, on fait beaucoup de face à Lyon, vous n'en aurez pas 36 000 hein, d'occasions. Mais bon, contre PSG, au début de saison, on a 4 occasions, on met 3 buts. Donc c'est vraiment ce que j'ai dit aux filles, il faut retrouver cette confiance, il faut retrouver cette prise de risque qu'on a eue contre PSG, quoi. Un coup de pied arrêté, on bosse sur les coups de pied arrêtés, ça peut faire la différence contre Lyon. Donc on va encore accentuer le travail là-dessus cette semaine. Et puis surtout, je pense que c'est beaucoup de dialogue, beaucoup de communication avec les attaquantes pour qu'elles retrouvent confiance en elles. Et aussi, comme tactique, beaucoup de pressing aussi. Les presser haut ou au contraire les... Pas trop à Lyon.
Pas trop. On va attendre sagement. Attendre sagement, d'accord. Donc un petit 0-0, ça vous irait? Mais bon, on joue à Gerland sur un très grand terrain, sur le terrain d'honneur. Ah oui, c'est le grand terrain, ouais. Donc, ça change quoi justement un grand terrain comme ça au niveau de... Ça change que nous on n'a pas trop nos repères puisqu'on joue, on joue pas trop souvent à la Mosson. Donc elle joue parce qu'elle joue la Ligue des Champions là-bas. Et face à certains clubs, elle aime bien les jouer à Gerland. Et si je pense le coach de Lyon a préféré nous faire jouer à Gerland, c'est qu'il a sa petite idée et qu'on pense nous aussi avec ça. Ouais, et puis je pense qu'ils ont en tête aussi notre grosse défaite la saison dernière, 5-0 à Gerland. Enfin, à mon avis, voilà, ils se sont dit, tiens, c'est un point positif pour nous. Justement, vous allez vous servir de ce match de l'an dernier, justement? Oui, enfin, pour motiver les filles, quoi. Après, je veux pas non plus que ce soit un match référence parce que ça n'en est pas un du tout. L'effectif a changé, c'est une autre équipe. Donc voilà, on va en tenir compte de certaines choses qui se sont passées, notamment la vitesse d'Elodie Thomis qui nous avait fait très mal la saison passée, pouvoir s'adapter à ça. Et puis après, on va jouer quand même notre jeu parce qu'on est là-bas pour jouer et prendre du plaisir. D'accord, mais écoutez, merci d'être venu sur ce plateau. C'est l'heure de lancer la pub, mais vous pouvez rester jusqu'à après. Et puis, merci d'être venu en tout cas, et on vous souhaite un bon match à Lyon et puis un exploit à Gerland parce que ce serait énorme. C'est gentil. Ça va. Merci. On envoie la pub. Chaque année, le manque d'eau entraîne la mort d'1,5 million d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. Parce que l'eau est nécessaire à la vie et parce que chaque vie est importante, l'UNICEF agit sur le terrain dans plus de 150 pays. En France, l'UNICEF sensibilise et alerte sur le rôle vital de l'eau pour tous les enfants du monde à travers une multitude d'actions et d'événements. Notre but, mobiliser et collecter pour nos programmes. Pour venir en aide aux enfants, moi, j'ai choisi d'être bénévole. Bénévole à l'UNICEF, pourquoi pas vous? N'imagine, le Salon des métiers d'art revient au Parc Expo de Nîmes du 6 au 14 novembre. 190 créateurs venus de toute la France vous présentent leur dernière collection. Venez découvrir des milliers d'objets originaux et uniques pour la mode ou la décoration. Venez jouer les curieux, préparer Noël et vous faire plaisir. N'imagine, c'est au Parc Expo de Nîmes du 6 au 14 novembre. Aujourd'hui, dans le monde, des millions d'enfants sont encore confrontés à la malnutrition, au manque de soins, au travail forcé ou à la maltraitance. Depuis 30 ans, sous l'impulsion de Sœur Emmanuelle, Asmae s'engage pour les enfants. Et vous? Aidons les enfants à devenir des hommes libres. Salut, vous me reconnaissez? Eh oui, c'est Arthur. Retrouvez chaque semaine sur Sattel TV toutes les sorties ciné de vos salles montpelliéraines dans Ciné Sud, 15 minutes au cœur du cinéma. C'est ça des camarades, mon pote. T'as jamais vu le film Bande de sauvages? Du foot encore, on l'a appris aujourd'hui, l'entraîneur de Nîmes en Ligue 2, Jean-Michel Cavalli, a été mis à pied faute de résultats de son équipe 17e de Ligue 2. Il est pour l'instant remplacé par Noël Tosi qui s'occupait du centre de formation. On regarde le sujet de Télé Miroir. Moi, hier soir à 20h30, je me préparais à regarder Disco et j'ai eu le coup de fil du président. Donc moi, on m'a demandé de faire cette mission. Je la fais volontiers. Les jeux sont faits, le club a décidé de tourner la page Cavalli au profit de Noël Tosi, actuellement à la tête du centre de formation du Nîmes Olympique. Noël Tosi a été choisi pour redresser la barre. Aujourd'hui, c'est année zéro pour tout le monde. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant ne m'intéresse pas. Je vais me concentrer sur ce que je vais voir à partir de cet après-midi sur le terrain. C'est-à-dire que les joueurs vont me prouver qu'ils ont envie de jouer dans l'équipe.
Et les joueurs vont me montrer ce qu'ils ont envie de faire et c'est ceux qui adhéreront le mieux à mes principes, ce seront les plus entreprenants, les plus pétillants, ceux qui iront vers l'avant, ceux qui se jetteront comme des morts de faim, ceux qui lâcheront rien aux entraînements, qui vont jouer. Et pour amener son équipe vers des jours plus cléments et pour tenter de remonter dans le classement, Noël Tosi compte bien s'appuyer sur les jeunes du centre de formation. Je ne vois pas pourquoi on irait chercher ailleurs alors qu'on a un vivier exceptionnel. Il faut une politique formative à Nîmes Olympique avec 1 ou 2 joueurs qu'on ira chercher de qualité supérieure, mais il faut que ça soit des crocodiles, il faut que ça soit des gens qui sortent du sérail et qui aient l'esprit Nîmes. Premier match test pour le nouveau coach des Crocos vendredi. Nîmes reçoit 3 aux Costières. Il y avait également du basket féminin ce week-end. Latte recevait Challes-les-Eaux dans son palais des sports. C'était samedi soir. Et puis les filles de Valérie Demoury, on va le voir, on le regarde sur les images, ont souffert durant cette rencontre. Menées de 10 points, elles sont revenues à hauteur de leurs adversaires à la fin du deuxième quart-temps. On a vu Alexia Plagnard qui jouait à Latte l'an dernier, qui joue désormais à Challes. Puis grâce à une série de 3 paniers à 3 points de leur meneuse shooteuse australienne Alicia Poto, les Lattoises mènent 66-60. La fin est d'un suspense intenable, 66 partout et finalement Perovanovic marque le lancer franc de la victoire, 67-66. Les autres résultats, pas de problème. Pour le leader Bourges, Tarbes gagne son duel face à Basketland, ce qui nous donne au classement une 3e place ex aequo pour Latte. Et les Lattoises se déplacent au Hainaut le week-end prochain. Le Hainaut qui est classé en 8e position. On écoute les réactions tout de suite de Valérie Demoury, l'entraîneur, et puis de la sœur du rugbyman international, Gaëlle Scrella, la capitaine. Les réactions de l'entraîneur Valérie Demoury en interview et de sa capitaine Gaëlle Scrella. On me dit que c'est bon, on envoie ça. Je ne sais pas si on s'en sort bien. Ce qui est sûr, c'est que ça a été un combat de 40 minutes avec une grosse intensité défensive. Je pense que Challes a été très très adroit ce soir, il nous a embêtés. Mais on a eu du cœur, on n'a jamais rien lâché. Puis au résultat, on a fait un petit mini break à 1 minute de la fin. Ce qui aurait dû nous permettre de vivre un petit peu plus facilement la fin de match. Mais on recommet 2-3 erreurs qui nous coûtent cher. On a défendu très naïvement sur les pick and roll, on a changé alors que c'était pas la consigne. Donc voilà, si on ne met pas plus d'investissement un petit peu en défense et un petit peu plus de concentration, on aura beaucoup de problèmes toute la saison. Après, c'est le début de la saison. Donc voilà, même avec des petites erreurs, on a gagné ce soir. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et on va se remettre au travail pour essayer d'aller gagner la semaine prochaine à l'extérieur. Autre résultat maintenant en handball, la victoire du Montpellier handball 33-27 hier soir face à Ivry, à René Bougnol, dans le cadre de la 7e journée du championnat de hand. Mercredi, c'est déjà le match aller des demi-finales de la Coupe de la Ligue face à Dunkerque. Match retour prévu dimanche à Montpellier. Patrice Canaillé était au micro aujourd'hui de Jessica Péris et Dylan Azo. Cette demi-finale, c'est quelque chose de paradoxal parce que c'est important toujours une demi-finale parce qu'on est maintenant à 3 matchs éventuellement d'un titre. Maintenant, on est aussi coincé entre le championnat et la Ligue des Champions. Donc la Coupe de la Ligue n'est pas forcément la compétition prioritaire, mais on veut vraiment essayer de faire un très bon résultat pour se qualifier pour cette finale, tout en faisant attention de ménager aussi certains organismes parce qu'on joue beaucoup de matchs. Donc voilà, il y a ce double enjeu, réussir à se qualifier, mais aussi bien gérer notre effectif. Et le côté de vestiaire de cette semaine, est justement consacré à Patrice Canaillé. Il nous a ouvert les portes de son vestiaire. Bonjour, bienvenue dans les vestiaires du staff de Montpellier Agglomération Handball. Je suis avec Patrice, l'entraîneur-manager du MHB. Patrice, alors ici, c'est le vestiaire du staff, c'est ça? Explique-nous. Exactement, on est dans
dans un lieu où on se réunit très souvent avec l'ensemble du staff. On est très proche du vestiaire joueur, puisque le vestiaire joueur est juste derrière cette porte, avec à côté le vestiaire pour le kiné, le médecin. Et donc là, c'est l'endroit où on se change, l'endroit où on travaille, l'endroit où on entrepose aussi un petit peu de matériel, en attendant d'avoir les travaux à Bougnols qui vont nous permettre d'être, je dirais, dans des locaux un peu mieux adaptés. Donc il y a des placards, montre-nous, tu as un placard pour chaque membre, voilà, c'est ça ? Il n'y a pas de secret. Effectivement, Patrice Canaillé. On a un placard de rangement où on range nos affaires. Et on a une partie de notre matériel. En attendant, je vous dis que les locaux soient mieux adaptés, d'avoir une pièce spécifique pour le matériel. Et puis surtout, il y a cette table où on travaille tout le temps et où on se réunit très souvent pour faire le point un petit peu sur le travail de la journée et le travail de la semaine. Alors ces vestiaires, Patrice, ça fait des années que tu les connais. C'est les mêmes vestiaires depuis ton aventure, le début de ton aventure avec Montpellier ? Non, c'est le même Palais des Sports, c'est pas les mêmes vestiaires. On a changé, avant on était de l'autre côté. On peut dire que le Palais des Sports, je commence à le connaître parce que 17 ans ici, sur la base de quasiment 2 entraînements par jour tout le temps et une grande fréquence, je commence à connaître chaque recoin de Bougnols, je commence à le connaître. Mais ce vestiaire, il est un peu plus récent. Ces vestiaires, ils ont 4-5 ans. L'agglomération nous avait refait tout un espace vestiaire très confortable pour les joueurs. Et voilà, on a toute une aile de Bougnols sous les tribunes qui nous est dédiée, où on est très à l'aise et où on a pu s'installer il y a maintenant 4-5 ans. Alors Patrice, ton meilleur souvenir de vestiaire, si tu dois en sortir un seul, d'ici, on va dire. Il y a beaucoup de bons souvenirs. Le bon souvenir, c'est en général les victoires, mais finalement, à titre personnel, ce qui est le plus intéressant, c'est quand, par exemple, à la mi-temps d'un match, on essaye de réfléchir très très vite avec Fabrice, l'entraîneur adjoint, quelle tactique, quelle stratégie on peut mettre en place. Et quand ça fonctionne derrière, c'est vraiment le grand motif de satisfaction. Donc c'est plutôt des petits instants comme ça où on se dit tiens, on a réussi quelque chose d'intéressant. Puis bon, après, ces vestiaires, c'est aussi de très nombreuses discussions avec les joueurs, parce que la plupart des discussions avec les joueurs, je les ai dans ce vestiaire-là, plutôt qu'au siège, parce que le siège, c'est quelque chose de beaucoup plus officiel. Donc quand on fait des réunions officielles, c'est au siège, mais tous les entretiens avec les joueurs, c'est plutôt ici. C'est un moment où on échange des idées, des informations, où il y a aussi de grosses colères, il y a aussi des fois beaucoup de tensions. Donc c'est toutes ces émotions-là qui me viennent à l'esprit plutôt qu'un moment particulier. Alors on parle souvent de l'approche mentale du joueur, mais l'approche mentale de l'entraîneur est très importante. Elle est très très importante parce que la problématique de l'entraîneur, c'est que lui, il n'a pas la dépense physique. C'est-à-dire il a énormément de stress, il a énormément de tension. Mais il n'a pas cette dépense physique qui permet de libérer un peu cette tension-là. Donc il faut se préparer à ça pour rester maître de soi et pas comme on dit vulgairement, disjoncter complètement. Donc ça nécessite un travail et une approche un peu spécifique par rapport à ce que font les joueurs. Alors est-ce que Patrice Canaillé a le même cheminement avant un match, on va dire ? Des petites habitudes, une petite routine ? Il y a une petite routine indispensable qui est une période, je dirais, d'abord de retour au calme et de mise au calme, après dans un deuxième temps de concentration, notamment par rapport à la maîtrise de la respiration. Et puis après, il y a toute une forme d'imagerie mentale pour préparer le match, pour programmer les différents scénarios possibles, les différents modes d'intervention. L'idée, c'est de se préparer au maximum de possibilités, au maximum d'options qui peuvent avoir lieu et qui peuvent se passer sur le terrain pour pouvoir les anticiper sur le terrain. Est-ce qu'on fait déjà le match dans sa tête avant de commencer ? On fait des matchs dans sa tête. Parce que faire un match, c'est toujours dangereux, parce que le match ne se passe jamais comme on aimerait qu'il se passe. Donc quand je dis qu'on fait des matchs, c'est-à-dire qu'il faut essayer de prévoir les cas de figure où le match se passe bien, le cas de figure où le match se passe moins bien, le cas de figure où on est en difficulté, où un joueur est expulsé. Il faut essayer de prévoir le maximum de choses. La problématique de notre métier, notamment dans le managerat sur le terrain, c'est qu'il faut qu'on anticipe et qu'on prépare différents scénarios, et il faut aussi qu'on ait la lucidité d'être dans l'instant présent et de ne pas être trop dans des scénarios préétablis. Donc il faut jongler sans arrêt entre ces deux réalités, et ce qui permet d'aborder les matchs avec un maximum de confiance et de sérénité. Alors, est-ce que tu es superstitieux ? Non. Pas du tout. T'as pas d'habitude, des petits trucs ? J'ai des habitudes, mais c'est pas de la superstition. J'ai des habitudes de fonctionnement pour me mettre dans les dispositions mentales pour être très concentré.
notamment, je dirais, une gestion du temps qui est assez souvent la même, mais ce n'est pas de la superstition, c'est uniquement parce que c'est un cheminement qui me permet, moi, de bien me préparer pour les matchs. Alors, pas de gris-gris porte-bonheur dans les placards, rien du tout, quoi. Pas de gris-gris porte-bonheur dans les placards, non. Alors, Patrice, quel est ton discours avant les matchs? Est-ce qu'il varie selon la position, bien sûr, forcément, mais tu essaies de garder aussi un discours équivalent, on va dire? La tendance, c'est d'abord, de manière générale, pour moi, c'est moins on a à parler, mieux on se porte. Donc, l'idée, c'est d'essayer de réduire autant que faire se peut les interventions auprès des joueurs. Plus on se rapproche du match, plus en vérité, il faut se reculer et se laisser la place aux joueurs. Donc, l'idée, c'est de peu parler, voire de très peu parler, avec une préparation qui a été faite en amont. Pourquoi ? Parce que je crois que ce qui est vraiment important, c'est d'être entendu, c'est pas de parler. Et les joueurs, quand on se rapproche du match, ils ne peuvent pas capter toutes les informations, donc il faut être vraiment très sélectif par rapport aux mots que l'on va employer et les moments où on va les employer avec les joueurs. Alors j'imagine que tu es très observateur, tu regardes beaucoup tes joueurs avant un match, tu les observes énormément, j'imagine ? C'est la base même de la communication avec les joueurs, c'est-à-dire les joueurs, ils attendent de quoi de l'entraîneur et du manager ? Essentiellement du manager. Ils attendent qu'à un moment donné, ils puissent les guider dans les moments difficiles. Quand tout va bien, ils n'ont pas besoin de moi. Donc, pour pouvoir bien guider, il faut percevoir les choses, il faut percevoir les situations, mais il faut percevoir aussi les hommes, il faut percevoir les inquiétudes, il faut percevoir certaines choses, il faut percevoir l'ambiance générale et il faut essayer d'agir sur ce que l'on perçoit. Donc, pour avoir la bonne réponse, il faut surtout être très observateur et essayer de capter un maximum de choses. Alors quel est, on va dire, le joueur le plus excité avant un match, de manière générale? Parce que tu es connu, hein. Mais c'est pas, la question, elle n'est pas d'être plus excité. La question, c'est chacun, à un moment. Moi, mon travail, c'est pas de définir un mode de préparation général, même s'il y a quand même un code général pour que l'équipe se retrouve. Mais ce qui est important, mon travail à moi, c'est d'aider chaque joueur à trouver ce qui l'amène à la performance. Voilà, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arriver à percevoir ce qui est bon, sachant que ce qui est bon pour un n'est pas forcément bon pour l'autre, et ça, c'est à chaque joueur de le découvrir, et c'est à moi de l'aider à découvrir ça. Alors, ton plus mauvais souvenir, on va dire, de vestiaire? Bon, les plus mauvais souvenirs, ce sont les déceptions, c'est les silences qui peuvent régner dans un vestiaire, comme par exemple quand on a été éliminé contre Moscou en Coupe d'Europe, où là, le vestiaire est resté silencieux pendant pratiquement 1 heure, où personne ne parlait, où on avait beaucoup. Alors là, on essaye de remonter un petit peu l'ambiance, mais c'est vrai qu'un vestiaire, le vestiaire, c'est un lieu où il peut y avoir les plus grandes joies et les plus grandes tristesses. Maintenant, il faut aussi relativiser, ce n'est que du sport, et que les tristesses comme les joies dans un vestiaire, elles sont toujours très relatives. Alors, bientôt, vous allez avoir un deuxième lieu. Cette année, vous avez un deuxième lieu, l'Arena. Donc, c'est 2 vestiaires différents, 2 méthodes de fonctionnement pareilles, les mêmes? Je ne pense pas qu'au niveau des vestiaires, ça change beaucoup, parce qu'un vestiaire ressemble beaucoup à un autre vestiaire. Ce qui va beaucoup changer, ça va être la salle. Les vestiaires, mais c'est vrai que ce sont des lieux qu'il faut apprivoiser, des lieux dans lesquels il faut retrouver des marques, donc ça nécessite un travail et une habitude. Un mot sur ce qui s'est passé à Naïsna avec l'équipe de France de football. Tout ce qui est dans les vestiaires doit rester dans les vestiaires. Tu es d'accord? C'est très compliqué parce que la question et l'exemple sont restrictifs, c'est-à-dire que il faut éviter. La problématique à laquelle on est confronté, nous, entraîneurs, mais c'est vrai dans tous les métiers, c'est pas vrai que dans le sport, c'est qu'à partir du moment où un problème est posé en externe, le problème devient beaucoup plus difficile à résoudre. Et c'est très facile de régler, c'est souvent facile de régler des conflits, de régler des dissensions, de régler des incompréhensions à 2-3 personnes, mais dès que ça touche beaucoup de monde et surtout dès que c'est mis sur la place publique, ça rend les choses très compliquées. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que certaines choses, même si c'est un métier public, certaines choses soient traitées dans le cadre du vestiaire, c'est plus facile. Et si jamais il est amené à ce que des choses sortent, à ce moment-là, c'est vrai que ça nécessite des stratégies de communication et des stratégies pour régler les problèmes différentes, et en tout cas certainement pas comme ça a été fait de sinistre mémoire cet été en Afrique du Sud. Alors, écoute, comme à chaque fin d'émission,
Je vais te donner le t-shirt de côté vestiaire avec le marqueur. Merci beaucoup. Si tu veux bien signer, on va s'asseoir pour la signature. Je signe ça avec plaisir et merci de nous avoir rendu visite dans notre vestiaire. Là, je prends la place de qui, là, à côté de toi là, c'est souvent Fabrice Grasset. Fabrice Grasset, juste à côté de toi. La personne avec qui je passe certainement le plus de temps au niveau professionnel. Voilà, et puis longue vie à cette émission, côté vestiaire. Tu peux me le montrer, s'il te plaît? Hop là. Voilà, signature de Patrice Canaillé du MHB. Merci Patrice de m'avoir reçu dans tes vestiaires, à toi. Merci beaucoup, merci, à bientôt. Tu permets? Bien sûr. Alors maintenant on va faire une petite pause publicitaire et puis on se retrouve après avec, attention, des sports de combat. Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. Aujourd'hui dans le monde, des millions d'enfants sont encore confrontés à la malnutrition, au manque de soins, au travail forcé ou à la maltraitance. Depuis 30 ans, sous l'impulsion de Sœur Emmanuelle, Asmae s'engage pour les enfants. Et vous? Aidons les enfants à devenir des hommes libres. Vivez toute la magie du Salon du Cheval de Montpellier. Un concours de saut d'obstacles international 3 étoiles, 2 multiples animations. Un spectacle grandiose, symphonie équestre, présenté par l'école royale andalouse et accompagné par l'Orchestre national de Montpellier Languedoc-Roussillon. Equisud vous donne rendez-vous du 10 au 14 novembre 2010 au Parc Expo. Plus d'infos sur equisud-montpellier.com. Le riz canavert, c'est toutes les saveurs de la Camargue dans votre assiette. Riz long grain incollable, riz long blanc, riz naturel parfumé, riz complet rouge. Riz canavert, distribué dans tous les points de vente près de chez vous. Troisième et dernière partie de C'est Sport. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de sport de combat. Alors mes invités sur ce plateau, tout d'abord le président et créateur du Body Fighting Club de Montpellier, Rudy Renaud. Bonsoir. Bonsoir. Et puis en face de vous, Rudy, alors on commence par qui? Par Sylvain Bourgeois. Bonsoir. Sylvain Bourgeois, champion du monde amateur de kickboxing. C'est ça. Plein combat, c'est ça? Oui. Plein combat. Et puis, effectivement, à côté de vous, Charline Beer, championne du monde aussi de kickboxing et de full contact. Double titre, amateur. Bienvenue parmi nous. Alors, vous revenez des championnats du monde en Italie avec 9 titres amateurs sur 12 candidats. Sur 12 athlètes, en effet. 12 athlètes. Ouais. Donc, on s'est déplacé en Italie, donc à Marina di Carrara, à côté de Pise, du 28 au 31 octobre. Pour les championnats du monde amateur WTK. Donc en fait ce championnat reste un championnat du monde amateur, mais quand même qui réunit 5000 compétiteurs, 21 surfaces de combat, 75 nations. C'est vraiment les Jeux olympiques des sports de combat. C'est une belle fête en fait qui a lieu chaque année. Chaque année au même endroit. Alors comment ça s'est passé vos combats? On va commencer par vous, Charline. C'est plusieurs. Comment ça marche? C'est par poule? C'est quoi? Voilà, il y a des poules en fonction de l'âge et du poids. Et après, en fonction de ça, on va rencontrer des filles du coup qui sont dans la même catégorie, plusieurs nations. Moi, cette année, j'ai rencontré des Italiennes, Suédoises,
Donc voilà, l'année d'avant, portugaise. Et là, combien de Angleterre. combats pour arriver en finale? 3 combats. 3 combats. Ouais. Et à chaque fois, donc vous avez fait 6 combats au total. Alors. Non, j'ai fait en tout 4 combats. 4 combats et vous avez gagné dans les 2 disciplines. Ouais. Vous aussi, Sylvain, vous avez amené votre trophée là, la ceinture. Ouais. Montrez-la, s'il vous plaît. C'est une grande fierté. Ouais, c'est une grosse fierté. Je dirais, c'est un peu un rêve qui devient réalité. Je suis très fier et je remercie. Enfin, je la dédie à plein de gens, à mon coach, à mes parents, ma fille, ma femme. Et c'est du gros travail, c'est un gros travail. C'est un gros sacrifice. C'est un gros sacrifice également parce que moi, ça va quand on est plus jeune, mais moi, je suis un peu moins jeune. Et c'est une grosse hygiène de vie, une grosse discipline de vie qu'il faut gérer. C'est vrai que la boxe, c'est un sport très très ingrat parce que déjà, c'est pas naturel de se taper dessus. Mais en plus de ça, il faut tenir un poids et puis il faut être... moi je dis pareil à mes élèves parce que je dispense aussi des cours au sein du body fighting. Quand je m'entraîne, je m'applique. Et c'est très important dans le sport qu'on fait de donner le maximum et d'être assidu dans un sport tel que la boxe en général pour pouvoir justement aller chercher une ceinture ou ne serait-ce évoluer dans cette discipline. On vous sent encore sur votre nuage. Hein. Carrément. Racontez-nous votre combat. C'était une grosse. Alors moi, je gagnais contre qui là, en finale? Je gagnais contre un Italien. Chez lui. Chez lui. Donc il fallait faire la différence, quoi. Et non, mais l'événement lui-même, c'est un événement qui est grandiose. C'est comme le disait Rudy, c'est un peu les Jeux Olympiques. Il y a une cérémonie d'ouverture. On est mêlés comme ça à peu près à 4000 athlètes. Des surfaces de combat. Pour donner une idée aux gens de Montpellier, ça ressemble un peu à un gros parc des expos. C'est un peu une avec une quinzaine de disciplines, c'est ça? Quinzaine de disciplines. Et là, on va voir quelques images, Rudy. On va les commenter ensemble. Donc de combat. Hein. Alors c'est quoi là? Alors là, c'est du combat. Donc c'est l'image que vous nous avez fournie, que vous avez prise là-bas. C'est pris d'un appareil photo. Donc c'est du combat libre où on peut remarquer un de mes athlètes, donc Axel Fagotti. Axel, effectivement. Voilà, qui est en train de percuter son adversaire. C'est un combat en cage donc, qui est interdit en France, mais qui est autorisé notamment en Italie. Ah, là on voit Cyril. C'est énormément en Asie. Hein. Cyril avec le short gris et doré. Voilà, c'est voilà. Donc là, la personne qui gagne, là, qui est en train de... avec le short argenté. Champion du monde. D'accord. Et là, c'est quoi comme discipline là? K1. Kickboxing japonais, avec les coups de genoux de face. Donc là, la différence, c'est parce qu'on donne des coups de genoux, c'est ça? Voilà, c'est point-pied avec les genoux. Alors là, maintenant, on a Brian à droite. Brian qui est immense. Hein. Qui est très grand, voilà, tout à fait. Alors Brian, justement, lui, c'est le grand espoir. Hein, c'est un des espoirs du club. Du club, hein, 18 ans, c'est ça C'est 18 ans, c'est un phénomène, c'est un pur produit du body fighting. C'est Rudy qui l'a monté, je dirais, là où il est aujourd'hui. Et effectivement, c'est un gros espoir pour le club. Il faut savoir qu'on a un vivier à peu près d'une vingtaine de boxeurs, dont pas mal de jeunes entre 13 et 18 ans, et qui présage un bel avenir, quoi. Une vingtaine de compétiteurs. Parce que sur le global, en fait, on fait partie des plus gros clubs de la région, en boxe pied-point. Donc on a entre 200 et 300 licenciés. Mais c'est vrai que le pôle espoir, le pôle compétition est composé d'une vingtaine d'athlètes. Alors parlez-nous de votre club, justement, parce que vous avez un pôle compétition, vous êtes logé au Krebs, c'est ça? Voilà. Au Krebs à Montpellier. Et puis après, vous intégrez des maisons pour tous? On a intégré le Krebs de Montpellier à partir de cette saison. Et on dispense aussi des cours dans plusieurs maisons pour tous de la ville de Montpellier. Donc la maison pour tous, Îlot-Lagrange, Pierre Azéma, Voltaire. Mais c'est vrai que le siège vraiment du club se trouve au Krebs. Donc on a une infrastructure qui est géniale pour notre discipline, un gymnase qui est immense. On a un stade où on peut travailler toute la partie physique qui se trouve vraiment à côté. Donc, et puis ça nous permet surtout d'avoir un maximum d'élèves pendant nos cours. Charline Beer, comment vous êtes venu à cette discipline? Ça fait combien d'années que vous avez commencé? 6 ans. 6 ans. Ah ouais. Donc ça fait longtemps, je le connais depuis que je suis toute petite. Et hasard. Je pense que c'est le hasard. Je cherchais un sport, on m'a parlé de la boxe. J'y suis allée et je pense qu'à la base, je suis restée plus pour l'ambiance. Parce qu'on fait beaucoup de trucs, même à l'extérieur du club, les sorties, on s'entend tous bien. Et je pense qu'à la base, je suis restée pour ça. Puis après, il y a aussi le côté compétition. Les qualités qu'il faut pour cette discipline? Je pense qu'il faut être déjà très rigoureux. Et surtout, il faut... Comme le disait Sylvain tout à l'heure. Ouais, je pense qu'il faut être déjà rigoureux et il faut aussi savoir ce qu'on veut. Si on veut faire des compétitions, faut se donner les moyens.
Et après... C'est des combats qui durent de combien là, sur ce tournoi là? Quand on est jeune, c'est des combats qui font 2 rounds de 1 minute 30 pour les filles, 2 rounds de 2 minutes pour les garçons, et sur du plein contact comme, du plein comme contact moi, comme vous, ouais. Voilà, c'est entre 3 et 4 rounds de 2 minutes. Ah, d'accord. Ouais. Donc là, plein contact, ça veut dire exactement... Plein contact, c'est que vraiment les coups arrivent plein permis. pot et... Ouais. On se retient pas, quoi. On se retient pas. D'accord, ok. La philosophie de ces sports de combat, Alors, Rudy, de ma profession, où je suis éducateur en classe relais, donc pour les jeunes à caractère violent, c'est vrai que j'essaye d'inculquer au sein du club un esprit de solidarité, fraternité, le goût à l'effort, parce que c'est des disciplines quand même qui sont très dures. C'est plus facile de courir après un ballon que de pouvoir se frapper dessus. Donc c'est vrai que toutes ces valeurs-là qui sont inhérentes vraiment au sport de combat, aux arts martiaux, parce qu'on fait partie des arts martiaux modernes, pas traditionnels, on essaye de les inculquer pendant nos cours. Quelle place ont ces arts martiaux modernes justement dans le paysage français? C'est tout récent, c'est vrai que... Votre club, il date de 2005, hein, c'est ça? Mais avant, je dispensais, c'est pour ça que Charline a 16 ans, parce qu'avant de créer ce club, je dispensais des cours de boxe française au sein du Montpellier Boxe Française. Et à partir de 2005, j'ai décidé de créer un autre club et de voler par mes propres ailes. C'est vrai que en France, c'est très difficile d'évoluer. On est plus reconnu en Thaïlande, à l'étranger, en Angleterre. En France, on est assez traditionnel, non, par rapport au sport de combat, non? On est assez réticent surtout. Ça reste les grosses fédérations, le karaté, le judo, mais très peu de place pour la boxe et pour les disciplines comme nous. Ça, c'est des disciplines typiquement asiatiques, hein. Nous, on a fait plusieurs voyages en Thaïlande pour aller se perfectionner là-bas et puis pour acquérir en fait la rigueur des Thaïlandais. Vous arrivez à organiser des stages comme ça? Chaque année depuis 3 ans. Chaque année. Et comment vous faites financièrement pour organiser ces stages? On est toujours à la recherche de sponsors. Mais c'est vrai que le fait d'avoir énormément de licenciés nous permet d'avoir un petit peu de trésorerie. Et si le club peut aider, on essaye de le faire dans la limite de nos moyens. Mais c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de partenaires, on fait des actions, vente de gâteaux, tombola, vente de t-shirts, survêtements, et ça nous permet d'avoir une rentrée d'argent pour nos athlètes. Alors pour le pôle, vous avez un système de détection ou Alors, des jeunes, des gamins? On les repère, sur nos cours. C'est vrai que vu qu'on dispense des cours tous les jours, ça nous permet de voir un maximum d'élèves. Et on est 4 moniteurs. À partir du moment où on repère un jeune qui souhaite faire de la compétition, on essaye de le prendre en charge et de le prendre en main surtout, de le préparer pour ça. L'avenir pour vous, dans ce sport de combat, vous avez quel âge? 17 ans. 17 ans? Et vous voulez après enseigner plus tard? Vous voulez faire quoi? J'enseigne déjà, je donne depuis 2 ans. Je donne des cours pour les plus petits, donc de 4 à 10 ans. Et je pense déjà continuer là sur la compétition. Et puis tant que je peux, continuer à donner des cours, à progresser pour le club. Sylvain, vous qui avez réalisé votre rêve avec cette ceinture, vous allez continuer quand même, non? Oui, bien sûr. Tant que je peux, parce que moi je suis un combattant avant tout. Ce que j'aime, c'est le combat. Après, il est vrai que moi j'ai 28 ans et j'aimerais par la suite m'occuper après un peu en binôme avec Rudy de la détection des jeunes, les entraîner pour les monter à la compétition et faire d'eux des champions. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a au sein du club la possibilité de monter des champions. On l'a bien vu dans le vivier de jeunes qu'on a. Voilà quoi, c'est des jeunes qui sont aussi généreux avec nous que nous on peut l'être avec eux. Et on a vraiment un esprit de fraternité au sein du club qui donne envie de donner la chance à des jeunes tout simplement de réussir. Rudy, est-ce que l'étape suivante pour vous, c'est pas de l'élargir au niveau national, de l'ouvrir à un pôle France, on va dire? J'ai des responsabilités au sein de plusieurs fédérations internationales. Et c'est vrai que mon objectif premier, avant tout, c'est de m'investir encore plus dans le développement de la discipline et dans le développement du sport en général en France. Après, c'est vrai que je préside le Body Fighting Club de Montpellier et mon but aussi, c'est de continuer à former des personnes comme Sylvain, comme Charline et qui prennent la suite au sein du club. C'est vrai qu'on a la possibilité, de par mes responsabilités fédérales, d'avoir des opportunités de fou. On a des ceintures professionnelles pour certains, on a la possibilité de tourner dans tous les pays du monde, la Pologne, l'Italie, l'Angleterre,
l'Angleterre, pourquoi pas l'Asie. C'est votre titre de champion du monde qui a ouvert toutes ses portes. Un petit peu. Rappelez-nous, c'était en 2009, c'est ça? En 2009, tout à fait, ouais. Au Pays de Galles, contre Lewis Patterson, en full contact. Ça s'est très bien passé. Donc après, c'est vrai que je m'investis beaucoup, mais dans mes responsabilités fédérales. J'entraîne l'équipe de France junior de kickboxing au sein d'une autre fédération que la WTKA. Et là, je vais prendre, à partir du 8 décembre, la responsabilité sur le sol français de la WPKA, qui est une fédération professionnelle de kickboxing. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le vivier est vraiment à Montpellier et région parisienne? C'est vrai que nous, on se porte bien dans le sud, on fait partie vraiment des gros clubs, hein. En boxe pied-point, je parle. Sur Paris, c'est une belle dynamique aussi. Il y a des clubs comme nous qui tournent à 300 élèves. Et vous entendez bien? Vous pouvez mutualiser? Ah oui, oui, tout à fait, ouais. J'ai de très bonnes relations avec les Parisiens. D'accord, ok. Donc alors l'avenir, c'est un titre éventuellement après en professionnel? Alors, du 8 au 12... Avec Brian? Alors, plus tard, d'ici 5 ans, c'est ça? Oh, même avant. Même avant? Samedi déjà. Il est énorme alors. Il a le championnat régional de boxe thaïlandaise à Marseille ce samedi. Après, du 8 au 12 décembre, on a le championnat intercontinental WPK. On a un autre championnat du monde amateur au mois de mars en Ukraine. Donc ça fait des grosses dates là. D'accord. Juste dernière question, c'est un petit peu comme en boxe américaine, on va dire, pour obtenir un titre professionnel, c'est un challenger et quelqu'un qui a déjà la couronne, la ceinture, pardon. Donc c'est un défi qu'on lance à d'autres boxeurs pour lui reprendre sa ceinture et pour lui prendre le titre. D'accord, ok. Mais écoutez, merci, d'être venu à ce plateau. Prochaine actu, on l'a dit, pour vous? Pour moi, personnellement? Non, pour le club. Alors pour le club, là, du 8 au 12 décembre, en Bulgarie. En Bulgarie. Championnat intercontinental. Et une adresse, un site internet? www.bodyfighting.com. Et on peut pratiquer à partir de quel âge? 4 ans. À partir de 4 ans. À partir de 4 ans. Ok. Merci beaucoup. À bientôt. Un mot avant de se quitter sur la route du Rhum. Le Montpelliérain Quito de Pavan, vous le savez peut-être, a dû abandonner, on le voit sur les images, alors qu'il était en course avec le groupe de tête des monocoques. Au sud des Açores, les conditions commençaient à être bien agréables, mais Quito a cassé un élément de la quille de son groupe Bell. On l'écoute. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu comme une explosion sur le bateau, donc je savais pas trop d'où ça venait. Donc je suis allé d'abord voir sur le pont, et puis dès que je suis sorti, le bateau s'est couché sur l'eau. Et là, je me suis dit que ça sentait pas bon, voilà. Et puis enfin, les autres résultats, rapidement, on regarde le tableau. Montpellier, donc Ivry, on l'a vu. En hockey sur glace, petite défaite de Montpellier face à Brest, le ténor. Montpellier s'est bien débrouillé. En rugby à 13, en revanche, Montpellier s'est incliné largement, 18-56 face à Pia. En waterpolo, Montpellier l'emporte à la piscine Antigone 15-8 face à Aix-en-Provence. Montpellier toujours leader du championnat. Quant à Montpellier en volley, ils ont gagné 3-0 à Nice et l'Arago s'est incliné 3-0 chez eux face à Cannes. Notez que Montpellier, justement en volley, reçoit Beauvais demain soir au Palais des Sports Pierre de Coubertin à 20h. Prix des places de 3 à 6 euros. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Voilà, cette émission est finie. Merci encore d'être venu sur le plateau et merci à toute l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'était le sport.